Madame, Monsieur, bienvenue au magazine RDC Environnement. Comme vous le savez, c'est votre émission des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. L'année 2020 a été marquée par des défis environnementaux liés, entre autres, au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité et au changement de l'utilisation des sols et de l'eau. Ce sont là les propos du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était lors de son discours devant le Congrès sur l'état de la nation. C'était lundi 14 décembre 2020. Vous suivrez dans cette émission un extrait de cette intervention. Et puis toujours avec le président de la République, au cours du sommet climat 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré réviser la contribution déterminée au niveau national SEDEN de la République démocratique du Congo, en y ajoutant bien sûr le transport, les déchets et le retraçage des polluants atmosphériques pour ramener la contribution de la RDC à un peu plus de 17% qui était retenu lors de l'accord de Paris de 2015. Mais aujourd'hui, le chef de l'État voudrait que cette contribution soit un peu plus que 17%. 5 ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis la signature de l'accord de Paris sur le climat. C'était le 12 décembre 2015 à Paris, en France. Cet accord limitait le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius à l'horizon 2100 et d'atteindre en tout cas la neutralité carbone d'ici 2050. Où en est-on avec cet accord? A-t-on avancé? Si oui, quelles sont ces avancées? Sinon, que faire alors pour atteindre ces objectifs? Floribert Nyamoga, expert dans les questions des changements climatiques et consultant dans ces mêmes questions, va donc nous donner des éclaircissements par rapport aux questions que nous lui avons posées, en rapport bien sûr avec les 5 ans de cet accord de Paris sur le climat et ce que la RDC a fait jusque-là quant à ce. Planter un arbre, c'est planter la vie, dit-on. L'arbre nous assure la vie à travers le processus de la photosynthèse. Voilà pourquoi l'arbre est célébré à travers une journée qui lui est dédiée en République démocratique du Congo. C'est le 5 décembre de chaque année. Vous suivrez également dans cette émission un reportage que nous avons réalisé quant à ce, un rapport bien sûr avec la journée nationale de l'arbre. Comment expliquer que la République démocratique du Congo, notre pays, qui dispose bien sûr d'un grand barrage hydroélectrique, à savoir Inga, sa population vive dans le noir le plus total. Cette situation n'a pas laissé indifférent les organisations de la société civile pour revendiquer en tout cas un meilleur accès à l'électricité pour sa population. La CORAP, les Senadep, Filimbi, Azado, Prodes et beaucoup d'autres organisations ont lancé la campagne Tolembi Molili Mwinda Epela. Ils l'ont dit à travers un point de presse qu'ils ont animé dernièrement ici même à Kinshasa. Madame, Messieurs, voilà pour les sommaires. RDC Environnement, les détails, c'est tout de suite. Après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Je vous le disais dans les sommaires, le président de la République, chef de l'État, s'est adressé à la nation devant le Congrès, c'est-à-dire les 2 chambres du Parlement réunies en Congrès au Palais du Peuple. C'était le lundi 14 décembre 2020. Pour lui, l'année 2020 a été caractérisée par quelques défis environnementaux, à savoir les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité et le changement de l'utilisation des sols et de l'eau. Je vous laisse suivre un extrait du discours du chef de l'État devant le Congrès. C'était le 14 décembre 2020. Suivez. Un autre défi qui a retenu mon attention au cours de cette année 2020 est celui qui touche à l'environnement. En effet, à l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo fait face aussi à 3 défis environnementaux. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et le changement d'utilisation des sols et de l'eau. Parmi les initiatives prises pour apporter des solutions à ces problèmes,
J'ai mis en œuvre un ambitieux programme intitulé « Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres » en vue de la reconstitution du couvert forestier du pays. À cet égard, j'ai instruit la finalisation du tout premier document de politique forestière nationale devant jeter les jalons de la révision du Code forestier. Enfin, j'ai créé au sein de la présidence une agence de transition écologique et du développement durable ayant pour mission de concevoir, coordonner et implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique pour mesurer le niveau d'avancement de la transition écologique en République démocratique du Congo. En rapport avec ces discours, nous avons bien sûr posé la question à Floribert Nyamoga. Est-ce que la République démocratique du Congo prend de plus en plus à cœur les questions environnementales au vu de ce que le président de la République a dit à travers son discours à la nation devant les 2 chambres du Parlement congolais réunis en congrès? Écoutez également la réponse de Floribert Nyamoga qui analyse un peu ces discours du chef de l'État, en tout cas ce qui concerne les aspects environnementaux. En fait, ça montre d'une part qu'il y a une prise de conscience au plus haut niveau de décision de l'État sur ce que nous pourrons appeler l'urgence climatique, c'est-à-dire la nécessité de poser des actes concrets pour atteindre les objectifs qui sont d'une part suggérés par les experts, les groupes d'experts qui travaillent dans la dynamique du climat et qui d'autre part sont portés par les politiques à travers ce que nous connaissons comme les conférences des partis. Donc les objectifs de faire tout pour que les changements dus à l'élévation des températures moyennes à la surface du sol à l'horizon 2050 n'atteignent pas 2 degrés Celsius. En effet, lorsque on a commencé à observer l'évolution du climat mondial, c'est là qu'est né le concept de changement climatique, des gaz à effet de serre, on s'est rendu compte qu'il y a un effet pervers de l'activité humaine qui était celui d'augmenter la quantité de gaz à effet de serre qui étaient stockés dans l'atmosphère, avec pour conséquence d'élever le niveau moyen de la température sur la Terre. Et cette élévation de la température a des conséquences incalculables parce que c'est l'équilibre de tous ces éléments, température, les interactions avec les autres éléments de l'écosystème qui font que la vie est dans une situation optimale sur la Terre. Donc on s'est rendu compte que si la température continuait à s'élever au-dessus de 2 degrés Celsius, on aurait affaire à une perturbation à l'échelle qui peut arriver jusqu'à des extinctions massives des espèces sur la Terre. Lorsque le président parle de la perte de la biodiversité, il faut aussi savoir que ces dernières années ont connu les plus forts degrés d'extinction des espèces depuis le commencement, depuis que l'homme sait évaluer ces phénomènes sur la Terre. Lorsqu'il parle de l'érosion côtière, il faut aussi se rendre compte que les perturbations dans les cycles de l'eau, l'élévation du niveau de la mer, etc., tout cela a des conséquences incalculables sur toutes les zones côtières, dont la plus grande est l'érosion côtière qui fait que les pays perdent de plus en plus une partie de leur zone côtière et la mer est en train d'avancer. Il y a même des îles qui sont amenées à disparaître dans les années qui viennent si rien n'est fait pour inverser la tendance aujourd'hui. Donc comme je le disais, ça montre que la problématique du climat se retrouve au niveau porté par la plus haute sphère de décision dans le pays et je pense que c'est une bonne chose. Voilà, c'était là Floribert Nyamoga qui analysait les aspects environnementaux du discours du président de la République à la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. C'était le lundi 14 décembre 2020. Et puis toujours avec le président de la République, comme nous l'avions dit dans les sommaires, au cours du sommet Climat 2020, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a déclaré que la RDC a révisé sa contribution déterminée au niveau national, la CEDEN comme on l'abrège, et là, la RDC était à 17% par rapport à sa contribution déterminée au niveau national. Aujourd'hui, les pays veulent revoir à la hausse cette contribution en y ajoutant, comme l'a dit le président de la République, les secteurs du transport ou des transports, les déchets et encore le retraçage des polluants atmosphériques. Je vous propose de suivre ce tout petit extrait ou son intervention, parce que c'était par visioconférence, l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le sommet et climat 2020. Révision de notre contribution déterminée à l'échelle nationale, la CDN, je porte à votre connaissance que nous avons pris en compte les nouveaux secteurs d'émissions de gaz à effet de serre après. Le transport, les déchets ainsi que le retraçage des polluants atmosphériques, en plus de ceux qui étaient initialement identifiés, à savoir agriculture, énergie et forêt. Notre action tient également compte de la préservation des tourbières ainsi que d'autres écosystèmes indispensables à l'équilibre du système climatique mondial. Par ailleurs, nous nous employons à accroître nos capacités de mobilisation des ressources internes de manière à pouvoir assurer la mise en œuvre de notre contribution déterminée à l'échelle nationale. Pour ce faire, nos ambitions actuelles s'évaluent à environ 2% du coût global de sa mise en œuvre. Ces efforts seront maintenus et renforcés pour les revoir à terme à la hausse. Les réformes institutionnelles en cours sont rendues nécessaires dans le domaine ci-après: aménagement du territoire, gestion foncière, gouvernance forestière, assainissement, énergie et transport. À titre d'exemple, la stratégie nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière, REDD+, vise à stabiliser, à partir de 2030, notre couvert forestier à 63,5% du territoire national au lieu de 58%. J'ai lancé en 2019 le programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 pour restaurer 3 millions d'hectares de forêt et améliorer ainsi les conditions de vie des populations. Voilà, là aussi, nous avons posé la question à Floribert Niamonga sur la révision, disons, à la hausse de la contribution déterminée au niveau national de la République démocratique du Congo de 17% vers un peu plus de pourcentage. Est-ce qu'il y a des avancées qui ont été réalisées par rapport, bien sûr, à cet état des choses? Écoutez plutôt les réponses que Floribert Niamonga a réservées à nos questions en rapport, bien sûr, avec la révision à la hausse de la contribution déterminée au niveau national de la République démocratique du Congo. Vous avez évoqué une notion là de CDN, la contribution déterminée nationale. Il faut d'abord rappeler aux téléspectateurs comment on en est arrivé là et ce que ça signifie. À partir du moment où on s'est rendu compte qu'on était dans une trajectoire qui allait arriver à un dérèglement climatique, il y a eu le premier accord qui a été signé, c'était la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et qui a mis en place toute la structure au sein de laquelle jusqu'aujourd'hui les scientifiques, les politiques et les autres parties prenantes continuent à discuter sur les actions à prendre pour limiter le réchauffement climatique. À un moment donné, on a pensé qu'on pouvait mettre en place un système de compensation des émissions qui ont été... un système de compensation des émissions de gaz à effet de serre entre ceux qui émettent et ceux qui peuvent permettre de compenser. Et on a signé un protocole qu'on appelle le protocole de Kyoto, qui a été modifié une fois et qui créait un marché des transactions de carbone. Donc les personnes... D'abord, on a commencé par fixer un plafond d'émissions pour les pays émetteurs. Donc, lorsque on pensait qu'on allait dépasser ce plafond, l'émetteur devait s'arranger pour trouver quelqu'un avec qui il va compenser le surplus d'émissions qu'il va faire. Et donc, il y avait des producteurs de ces réductions d'émissions
qui allaient en négociation avec les demandeurs des émissions pour continuer à entretenir leur économie, et ils faisaient des échanges monétaires entre eux. Très vite, on s'est rendu compte que ce système ne pouvait pas permettre d'arriver à des limitations, parce qu'en fait, on était dans une situation où on maintenait la situation telle qu'elle était, on maintenait le bilan carbone global tel qu'il était, et que l'effort de réduction n'était pas suffisamment soutenu. On a tâtonné, le protocole de Kyoto a terminé sa période de mise en œuvre. On voulait trouver un autre mécanisme par lequel on pouvait atteindre le même résultat, c'est-à-dire arrêter la courbe de réchauffement planétaire. C'est ainsi qu'il y a 5 ans à Paris, on a signé cet accord-là, qui a amené tous les membres à se mettre d'accord sur la nécessité qu'il y avait de mettre en place au niveau de chaque pays un certain nombre d'actions qui pouvaient permettre de réduire le niveau actuel des émissions par rapport aux émissions à l'époque pré-industrielle, pour que globalement, en additionnant les différents efforts des différents pays, on puisse arriver à un degré d'émission qui va permettre que d'ici 2050, les augmentations de température ne puissent pas atteindre 2 degrés. Et c'est ainsi que chaque pays a eu un engagement en termes de volume des gaz à effet de serre à réduire dans son système de développement. Et c'est ça qu'on appelle la contribution déterminée nationale. Donc, par rapport à votre niveau d'émission à une année de référence, vous vous engagez à réduire de combien? Dans un premier temps, la RDC s'était engagée à réduire de 17% son niveau d'émission par rapport à d'ici 2030. C'était la première période d'engagement. Et après une évaluation, 5 ans après, on s'est rendu compte qu'en additionnant tous les niveaux de réduction que les États s'étaient engagés à réaliser, on ne pouvait pas atteindre le cap de l'objectif qui était de maintenir l'augmentation de la température en dessous de 2 degrés. On parle même de 1,5 degré dans le meilleur des cas, pour qu'on puisse vraiment continuer à profiter des conditions qui garantissent une stabilité dans le fonctionnement du système terrestre. Donc, s'étant rendu compte que, en tout cas, le total des engagements à l'échelle globale n'allait pas permettre d'atteindre cet objectif, on a incité tous les pays à revoir le niveau d'émission, à l'augmenter, leur engagement de réduction, à l'augmenter légèrement. Et donc, le pays est dans le processus là de revoir son niveau d'engagement de réduction. Et c'est ainsi que le président a pensé que, parce que le premier niveau d'engagement de réduction a tenu compte essentiellement des émissions du secteur forestier. Mais il n'y a pas que le secteur forestier qui est émetteur de gaz à effet de serre ici, c'est-à-dire la déperdition du stock de carbone forestier. Il y a aussi d'autres activités humaines, notamment le transport qui émet beaucoup par la combustion des fossiles qui sont utilisés, notamment les infrastructures qui perturbent la stabilité des stocks de carbone terrestres et qui utilisent des matériaux dont la production est très émettrice de gaz à effet de serre, évidemment, et bien d'autres activités. Mais vous avez aussi oublié le secteur des déchets, que le président a cité parmi les facteurs sur lesquels nous devons travailler pour amener le pays à augmenter son engagement. Et donc, nous pensons que si nous arrivons à maîtriser les émissions dans ces nouveaux secteurs que le président a orientés et à les rabattre à un certain niveau, il peut être réaliste que la RDC puisse décider de passer de sa contribution déterminée actuelle de 17% jusqu'à un autre seuil qui n'est pas encore tout à fait défini. Il faut encore un temps de réflexion. Voilà où on en est. Voilà, 5 ans jour pour jour se sont écoulés depuis la signature de l'accord de Paris sur le climat. C'était à Paris, bien sûr, en 2015 et plus précisément le 12 décembre. Cet accord limitait le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré, en tout cas si c'est peu, et si c'est trop, c'est 2 degrés Celsius. Et ça, c'était à l'horizon 2100, mais aussi il faut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Où en est-on avec cet accord ou encore cet objectif? A-t-on avancé dans la réalisation des objectifs de cet accord? Ou si oui, quelles sont ces avancées? Sinon,
Que faire alors pour atteindre ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers les 195 pays qui ont signé cet accord de Paris? Floribert Nyamoga va répondre donc à ces questions en marge de 5 ans de l'accord de Paris. Suivez. Moi, je ne suis pas très optimiste dans la mise en œuvre de tous ces accords parce qu'ils se heurtent toujours à un problème, à deux problèmes essentiels malheureusement. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour limiter le niveau d'émission, c'est-à-dire travailler sur le niveau d'émission par les carburants fossiles, donc avoir des économies qui sont de moins en moins basées sur le carburant fossile. Deuxièmement, travailler sur des programmes qui peuvent permettre d'augmenter la capacité de séquestration de carbone. Les puits naturels, c'est les arbres, la couverture végétale, le sol et d'autres formations géologiques, les fonds marins. Or, les activités humaines perturbent beaucoup ces puits naturels et réduisent leur capacité de stockage de carbone. Elles libèrent même le carbone qui était déjà séquestré, notamment toutes les activités exploratrices, pétrole, minerais. Elles ont un très fort niveau de perturbation du carbone du sol et il est émis. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quelles sont les alternatives qu'on a qui sont économiquement acceptables? C'est ça le grand problème. Techniquement, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais comment se retirer d'une économie basée sur les hydrocarbures et sur les activités qui perturbent les carbones terrestres vers une économie plus verte? Tout d'abord, tout le monde est d'accord que si on arrive à faire ce qu'on appelle une transition énergétique réussie, c'est-à-dire passer de la dépendance aux énergies fossiles vers une dépendance à des énergies moins émettrices, on aura réalisé une bonne partie du travail qu'il y a à faire. Le reste, ça serait des surplus par rapport à ça. Mais curieusement, on n'investit pas assez pour développer ces technologies qui sont peu émettrices de carbone dans le secteur de la production, de la demande et de la consommation de l'énergie. Je vais dire par exemple les moteurs à eau. Ils existent depuis pratiquement les années 50. Mais pourquoi on n'a pas encore développé aujourd'hui pour qu'ils remplacent progressivement les moteurs qu'on utilise dans le transport et qui sont à base de carburants fossiles? Pourquoi? Les moteurs électriques eux-mêmes, leur déploiement ne suit pas le rythme de l'urgence qu'il faut pour se débarrasser du carburant fossile. Il en est de même pour tous les modes de production. Donc nous avons encore une économie qui continuera à être très dépendante des carburants fossiles, notamment le charbon pour l'énergie industrielle et les hydrocarbures pour les autres énergies de transport. Évidemment, il y a des raisons à cela. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé une source d'énergie qui est beaucoup plus efficace que les carburants fossiles. D'abord, ils ont un rendement très élevé en énergie. Par exemple, il y a un coefficient qu'on utilise pour calculer l'efficacité d'une source énergétique. On l'appelle le rapport énergie investie par rapport à l'énergie récupérée. C'est un rapport qui fait que lorsque vous investissez 1 kilowatt, vous récupérez combien de kilowatts d'énergie? Parce que tout système de production est basé sur l'énergie. Pour le carburant fossile, ce rapport est de 100. Ça veut dire que lorsque vous dépensez 1 kilowatt d'énergie pour transformer, pour produire des carburants fossiles, vous récupérez 100 kilowatts d'énergie. Et parfois, dans certains systèmes, il dépasse même 100. Lorsque vous êtes dans l'hydroélectricité, le rapport est autour de 70-60, selon le format de l'industrie, la configuration de l'industrie hydroélectrique. Mais lorsque vous allez par exemple dans les agrocarburants, le rapport est de 1,7. Donc pour 1 kW d'énergie que vous investissez, vous ne récupérez que 1,7 à 1,8 kW. C'est très faible. Et investir beaucoup dans les agrocarburants, on ne peut pas arriver à avoir cette rentabilité comme celle qui est offerte lorsqu'on est dans le carburant fossile. Ça, c'est tout à fait normal. Encore,
il y a ce qu'on dit l'énergie à la demande. Avec les carburants fossiles, c'est possible. Pour faire voler un avion qui va transporter des centaines de tonnes, on met juste un réservoir, on le colle à l'avion. Et lorsqu'on a besoin de plus d'énergie, il y a un bouton qu'on appuie, il y a plus d'énergie qui vient et il y a beaucoup plus de pression. Mais c'est très difficile de faire la même chose pour les autres types d'énergie. Par exemple, l'énergie solaire, lorsqu'on a les batteries, la quantité d'énergie que peut transporter une batterie n'est pas suffisante pour répondre à la demande d'énergie, par exemple, du démarrage des moteurs puissants, lorsqu'on doit arriver à un certain tonnage. Vous voyez, même pour les véhicules, on vous dit, bon, vous avez une autonomie de 100, de 200 km. Et après ça, vous devez vous arrêter pour recharger. Ça vous prend beaucoup de temps, des heures entières pour avoir encore une autonomie de la même... Mais pour le carburant, 5 minutes à une station, vous pouvez encore faire 300, 400, 500 km. Vous remplissez votre réservoir. C'est aussi un avantage qu'on a du mal à trouver chez d'autres formes d'énergie. Mais c'est sûr que si la recherche se poursuit, on pourra arriver vraiment à trouver des modèles énergétiques qui pourront permettre à ce que, techniquement, on mette en, disons, on minorise les avantages qui sont offerts aujourd'hui par les carburants fossiles. Et les gens travaillent vers ça, vers ces nouvelles formes d'énergie. On est en train de parler aujourd'hui de l'énergie bleue, de l'hydrogène. Bon, il faut aussi savoir que ça pose encore beaucoup de problèmes de développement. Donc voilà, sur le plan technique, ce qui freine encore l'atteinte des objectifs fixés par l'accord de Paris. Mais sur le plan pratique, comment arriver à convertir les économies mondiales aujourd'hui pour se libérer de la dépendance du carburant fossile? C'est toute la géostratégie internationale qui sera bouleversée. Et est-ce que les politiques sont déjà prêts à ce genre de bouleversement? Et je crois que c'est là la plus grande question. Si on peut trouver des solutions techniques qui maintiennent les équilibres géostratégiques d'aujourd'hui, je pense qu'on peut arriver vers la solution. Mais tant qu'on n'en aura pas trouvé, c'est-à-dire des solutions qui vont répondre à la fois à cette révolution technologique, tout en maintenant de manière globale les équilibres géostratégiques aujourd'hui, qui sont essentiellement fondés sur le pétrole, tant qu'on n'aura pas trouvé ça, je doute fort qu'on puisse avancer sur ce dossier. Ça, c'est ma conviction personnelle. Et le troisième problème auquel on est toujours heurté, c'est le problème du financement. Là où on a la possibilité de réaliser effectivement les engagements, il n'y a pas d'argent pour le faire. Par exemple, la contribution nationale de la RDC a été évaluée lorsqu'elle était à 17%, à, je crois, autour de 30 milliards de dollars. Quelque chose de cet ordre-là. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas d'où viendra cet argent. Il ne proviendra sûrement pas du budget national, qui n'est pas à la mesure de financer ce genre d'activité. Le président a lancé un programme de 1 milliard d'arbres pour essayer d'augmenter cette capacité de séquestration. Mais à quel coût et avec quelle source de financement? Donc les instruments de financement qui sont disponibles aujourd'hui ne permettent pas encore aux pays, les pays qui peuvent réaliser quelque chose, de réaliser effectivement ce potentiel-là. Et donc, tant que les accords internationaux n'auront pas tranché la question du financement des actions et aussi du transfert des technologies, parce que ça reste aussi un problème avec toute la question des brevets et licences, je ne pense pas qu'on pourra arriver très loin. Autre chose à présent, planter un arbre, comme nous l'avions dit tantôt, c'est planter la vie, parce que l'arbre nous assure la vie, effectivement. Et ce, grâce au processus de la photosynthèse. L'arbre séquestre le carbone que nous éjectons à travers notre respiration, et l'arbre, de son côté, nous renvoie l'oxygène qui nous sert de respirer convenablement. Voilà pourquoi l'arbre est donc célébré à travers une journée qui lui a été dédiée, et en RDC, c'est le 5 décembre de chaque année. Notre équipe de reporters est descendue sur le terrain en compagnie pour accompagner le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Céline Boumba Angelani, et Muriel Makies nous donnent les détails dans ce reportage. L'arbre, un capital important pour les développements socio-économiques et environnementaux, c'est le thème choisi cette année dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'arbre. À Kinshasa, c'est dans la commune urbano-rurale de Nsele, dans la périphérie de la capitale congolaise, que le ministre de l'Environnement Claude Nyamugabo a organisé une manifestation. C'est là pour sensibiliser la population de cette municipalité sur l'importance de l'arbre dans la société.
en décidant de lancer cette année l'initiative présidentielle Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à planter à l'horizon 2023, ce jour, 5 décembre 2020, qui coïncide avec la célébration de la 25e journée nationale de l'arbre, nous soulignons l'importance et consolidons le symbole. En effet, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté au sommet climat de septembre 2019 un programme d'économie solidaire, d'atténuation et d'adaptation climatique dénommé Initiative présidentielle Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Cette initiative contribue à l'atteinte de 8 objectifs du développement durable et s'inscrit dans l'article 5 de l'accord de Paris, engageant les parties à prendre des mesures pour conserver et renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts. Cette initiative correspond à la planification du gouvernement de la République de restaurer 3 millions d'hectares de forêt en 5 ans et d'augmenter le couvert forestier de 8 millions d'hectares d'ici 2030. Elle rejoint également le projet du chef de l'État de restaurer le patriotisme des jeunes par le service à la nation. Parlant de la fonction écologique, l'arbre produit de l'oxygène et purifie l'air. Il sert aussi à lutter contre les érosions du sol, contribue à la fertilité du sol, améliore la qualité de l'eau et influe sur le bien-être de la population. Une initiative qui consiste d'une part à valoriser la protection et la conservation des écosystèmes et d'autre part à contribuer aux objectifs de développement durable. D'après les experts climatiques, le réchauffement de la planète Terre est causé par l'accumulation dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, dont les plus incriminés est le gaz carbone ou CO2 provenant des activités anthropiques. Pour votre information, seul l'arbre est capable de briser la molécule de CO2 pour en absorber le carbone comme nourriture et rejeter l'oxygène comme déchet. Or, l'oxygène considéré comme déchet pour l'arbre constitue un gaz indispensable à la respiration de l'homme et son absence entraîne instantanément la mort de ce dernier. Voilà pourquoi, sans le savoir, l'homme a toujours vécu en symbiose avec l'arbre. Face aux dangers du réchauffement climatique que connaît la planète, le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est engagé à monter diverses stratégies pour gérer durablement nos forêts et lutter contre cette menace. Nous célébrons la journée de l'arbre, le 5 décembre, la journée de l'arbre. C'est ainsi que vous voyez. C'est une journée spéciale, nous appelons spéciale, parce que depuis que nous célébrons cette journée, les chefs de l'État, même les chefs de l'État passés n'ont jamais été. Mais sauf que celle-ci, vraiment il y a eu la présence du chef de l'État lui-même de venir planter, parce que lors de son discours, il avait dit qu'on va planter 1 milliard d'arbres pour les jardins scolaires. C'est ainsi que vous voyez la présence des élèves, des étudiants, tout consort. Occasion pour le ministère de l'Environnement d'inviter toute la population à lutter contre la déforestation et la dégradation des écosystèmes forestiers, lesquels découlent de l'exploitation du bois et de l'agriculture itinérante sur brûlis. En tout cas, chacun de nous doit planter au moins un arbre pendant toute sa vie. Au moins un arbre. Donc un arbre ou plus. C'est pour assurer l'équilibre écologique. Parce que l'arbre, c'est la vie.
Si nous plantons un arbre, nous sommes en train de planter une vie. À vous donc l'antenne, mesdames et messieurs, il faut planter au moins un arbre dans toute votre vie. Comment expliquer que la République démocratique du Congo, notre pays qui dispose pourtant d'un grand barrage hydroélectrique, mais sa population vit le jour au jour dans le noir le plus total? Cette situation n'a pas laissé indifférents les organisations de la société civile qui revendiquent en fait un meilleur accès à l'électricité pour la population congolaise. La CORAP, les Senadep, Filimbi, Azado, Prodes et beaucoup d'autres organisations encore ont donc lancé la campagne Tolembi Molili, Mwinda Epela, ce qui veut dire nous en avons marre avec l'obscurité, il faut que la lumière soit. Voilà pourquoi ils l'ont dit à travers un point de presse que ces structures, ces ONG ont animé dernièrement ici à Kinshasa. Michel Wangi et Landry Nyangi pour les détails. Face aux coupures intempestives du courant et des chutes de tension électrique qui occasionnent la destruction des appareils domestiques et le pourrissement des stocks de nourriture, la dynamique Mwinda mise en place par les organisations de la société civile comme CORAP, Senadep, Filimbi, Azado, Prodes et Lucha seront dans la rue ce 18 décembre 2020 pour réclamer la meilleure recette en électricité dans la ville de Kinshasa et à l'intérieur du pays. La dynamique Mwinda lance la campagne Tolembi Molili Mwinda Epela. Cette campagne vise l'amélioration des conditions d'accès à l'électricité des populations quinoises en particulier et congolaises en général. C'est dans cette optique que Dynamique Mwinda invite toute la population quinoise à prendre activement part à la marche pacifique qu'elle organise en date du 18 décembre 2020. Cette mobilisation portera essentiellement sur les revendications suivantes à l'égard des autorités du pays et de la Société nationale d'électricité. Une meilleure gestion de la SNEL à travers une politique efficace de maintenance des infrastructures énergétiques pour améliorer la qualité du service, tout en tenant compte du taux d'accroissement démographique de Kinshasa et de l'extension de la ville vers son hinterland. Pour atteindre sa vision de devenir un pays émergent, la RDC a besoin de développer le secteur de l'électricité. Nous invitons donc la population à se prendre en charge pour exiger plus d'amélioration. Tolembi Molili, Mwinda Epela. Fait à Kinshasa le 3 décembre 2020. Voilà, Tolembi Molili, Mwinda Epela, nous en avons marre. Avec l'obscurité, il faut que la lumière soit. Comme le dit d'ailleurs la Bible, un soir, un matin, un soir, c'était le premier jour, le deuxième jour, et ainsi de suite. Il faut que la lumière soit, et la lumière fut. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission RDC Environnement qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir, nous serons gré de vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Merci à Céline Bumba, merci à Guilhem Mouzembe, merci à Geneviève Mizegele et merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres informations environnementales de la République démocratique du Congo.